Ce que je vous propose, effectivement, alors je ne sais pas si ça sera le pas de côté, mais en tout cas, je vais essayer de vous conter le récit de ce qu'est aujourd'hui le mantra nantais autour de l'innovation, et plutôt l'expérimentation comme accélérateur d'innovation. Et comment peut-être on a aussi eu, alors très humblement et très modestement, on a eu la chance d'avoir été lauréat de la capitale européenne de l'innovation en 2019. Nantes, la petite ville de France, on était effectivement en concurrence avec des grandes villes. Et je crois que c'est peut-être parce que effectivement on a mis l'innovation au service de la fabrique de la ville avec les citoyens. C'est pas parce que, c'est parce qu'on le sait, c'est ce qu'on nous a dit, qu'on a gagné. C'est pas en fait, il y a un prisme de transformation technologique ou d'inflexion très très forte sur une verticale métier ou non. Je pense que c'est vraiment sur la méthodologie, les gouvernances ouvertes, cette façon de fabriquer la ville et d'innover avec les citoyens, pour les citoyens et par les citoyens. Et en tout cas, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Et je crois que non pas on peut en être fier, mais en tout cas, très modestement, je crois qu'on ouvre une voie sur ce qu'est ce dialogue citoyen à la nantaise, avec effectivement des gouvernances très très ouvertes. Et c'est peut-être ce que j'aimerais, en tout cas, vous illustrer cet après-midi dans mon propos, sachant que, encore une fois, le cadre global, c'est que la collectivité, elle doit être garante des valeurs, d'un cadre de confiance dans lesquels en fait on peut mettre en place ces gouvernances ouvertes et sur lesquelles on peut mettre au débat ou pas, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas mettre au débat. On a confiance aussi à l'engagement démocratique et le fait qu'à un moment donné, on a été élu. Mais je crois qu'il faut à un moment donné aussi créer des espaces de mise en débat, de mise en confrontation de ce que sont différents projets de fabrique de la ville pour ensuite choisir et puis développer et s'aimer. J'ai essayé de reprendre tous ces sujets. Donc, la collectivité a un rôle important pour garantir en fait ces espaces d'échange, d'écoute, voire de mise en tension et on va dire qui sont parfois conflictuels. On l'a vu sur beaucoup de sujets. Elle doit aussi être garante de l'accélération, de la mise en relation des acteurs, ce que j'appelle les accélérateurs de particules qui accompagnent, qui sont la source de l'innovation et qui permettent l'évaluation tout au long de l'évaluation et même après lors du déploiement, pour quelque part avoir une certaine efficience effectivement d'engagement des services publics, mais pas que, mais aussi une efficience de ce que doit être l'innovation ouverte publique-privée, j'y reviendrai. Et puis le dernier rôle de la collectivité aussi pour moi d'amorcer encore plus la commande publique responsable et de faire en sorte que nous aussi, on doit prendre nos responsabilités, expérimenter c'est bien et s'aimer, généraliser c'est mieux. Et je crois qu'aujourd'hui, à Nantes, on expérimente aussi des commandes publiques responsables dans lesquelles on aimerait bien, en tout cas moi je pousse pour avoir des indicateurs de priorisation sur ce que pourrait être une expérimentation à impact local qui serait réussie. Si l'expérimentation ou l'innovation locale n'est pas réussie, cette priorisation ne serait peut-être pas à prendre en compte. Voilà un petit peu ce sur quoi je voudrais parler cet après-midi. Et pour faire tout ça, en fait, je vais m'appuyer sur une présentation assez rapide d'un dispositif qu'on aime beaucoup, enfin, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Nantes City Lab, qui en fait incarne, illustre peut-être, c'est un des objets qui fait qu'on a été aussi labellisé Nantes Capitale Européenne de l'Innovation. C'est pas que, il y en a plein, mais je ne pouvais pas tout vous présenter. Et celui-ci, il incarne bien un peu les propos autour de la gouvernance ouverte, autour de comment l'expérimentation et comment on rend l'espace public comme un terrain de jeu XXL, et in fine, comment on accompagne en fait à la fois la structuration entre des porteurs de projets qui ne se connaissent pas forcément et l'accélération de ces innovations dans le cadre d'une expérimentation. Donc, cette gouvernance ouverte, contrairement à d'autres territoires, on l'a voulu dès le départ. Et c'est même l'essence même, je dirais même que le premier projet d'expérimentation du City Lab, c'est la gouvernance du City Lab en tant que tel. On a commencé le City Lab sans savoir où est-ce qu'on allait. Le seul objectif qu'on avait, c'était on veut rendre l'espace public et tout centimètre carré d'espace public expérimentable à des solutions qui vont accompagner les grandes transitions et donc la fabrique de la ville qu'on veut la plus sobre, la plus humaine et la plus ouverte possible. Donc, on a mis en place, en fait, une gouvernance très, très ouverte où on vous retrouvez des grands groupes avec des petites startups locales, avec bien évidemment des académiques, je pense à l'école de design, l'université, et avec un pôle associatif assez fort. Nantes est une ville très engagée sur la vie associative. On a des associations de vie courante, sportive, culturelle, des solidarités, mais aussi des associations qui se regroupent dans les quartiers, en proximité, pour accompagner effectivement l'émergence de projets qui soient innovants ou pas d'ailleurs. Donc, vous savez, Nantes, c'est un pays un peu rebelle. Nantes est rebelle aussi, vous le savez. On a eu l'histoire aussi avec quelques grands chantiers sur lesquels on a quelques ruses
en fait, quelques continuations de cet esprit rebelle. C'est bon pour la créativité. J'aime bien la rébellion. Parfois, c'est un peu compliqué à gérer. En tout cas, on a un terreau favorable pour justement avoir des espaces d'échange qu'il faut contrôler, parce que ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas qui permettent justement de ces frictions créatives, comme j'aime dire au quotidien, et même dans ce qu'est la fabrique de la ville. Quelques exemples de projets, puisqu'on en a eu 24 qui ont été labellisés. Il n'y a pas de projets qui sont non pas retenus. C'est-à-dire tous les projets qui nous sont soumis, on en a au moins une soixantaine qui sont évalués. Ils sont toujours en cours de maturation. On évite en fait l'échec, sauf si le projet, effectivement, à la base, il est hors sol. Ceci étant, on a des équipes projets en interne qui font qu'on continue la maturation et certains projets, je reviendrai par la suite, ont été proposés une première fois, une deuxième fois la labellisation. Ils ne sont pas sortis parce que pas assez matures. Celui-ci était assez intéressant, donc on a travaillé sur le logement social, et là c'est un projet qui vient vraiment de la R&D, très en amont des universités, avec la volonté de fabriquer effectivement la première maison à l'aide d'une imprimante 3D, le projet Innova. Et là, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on est allé jusqu'à l'expérimentation qui s'est transformée non pas à un prototype, mais à un vrai logement social qui est maintenant fait partie du parc du logement social. Donc là, ça a été à la fois pour montrer que oui, on a accéléré. Ce projet, il est parti d'un défi qui a été lancé par quelqu'un de notre métropole Habitat, un chercheur qui est roboticien universitaire, qui fabriquait plutôt des robots XXL, mais plutôt dans l'industrie et dans le monde du BTP. On leur a dit, est-ce que tu as déjà réfléchi à fabriquer des robots pour fabriquer des maisons, accompagner effectivement la sensibilité, la pénibilité au travail, etc. Et ce projet a conduit effectivement à 9 brevets déposés. Donc vraiment un projet de maturation scientifique classique, mais là où c'est intéressant, c'est après la mobilisation de tout un tas d'acteurs locaux pour faire en fait une solution locale pour de l'habitat social dans un quartier prioritaire. Et c'est là où en fait le pas de côté il a été fait. On aurait pu le faire ça pour ceux qui connaissent sur l'île de Nantes, sur un quartier déjà un petit peu démonstrateur. Non, on a voulu aller jusqu'au bout de la démarche et en faire non pas un démonstrateur prototype, mais une maison habitée. Si bien aujourd'hui, cette maison est habitée et on ne va plus déranger les gens parce qu'on a eu beaucoup de visites puisque c'était une première mondiale. Et l'intérêt en fait d'avoir accéléré la mise en réseau, d'avoir ouvert effectivement la collectivité à jouer son rôle d'accélération des acteurs, ça a été de porter ce projet en 1 an, ce qui était quasiment impossible si on l'avait fait en respectant, on va dire, la chaîne classique de maturation depuis le projet scientifique jusqu'à effectivement la fabrication in fine. Donc ce projet est assez caractéristique. Deuxième projet, j'aime bien celui-ci, c'est un projet où en fait on a donné mandat à un collectif, en l'occurrence ici un collectif de sportifs, des skateurs et des gens qui font aussi du sport dans la rue, puisque les pratiques sportives libres sont de plus en plus en émergence. Et là, on a donné mandat. Ça veut dire quoi donner mandat? Ça veut dire qu'au lieu que ce soit la ville qui aujourd'hui continue à entretenir et on va dire sous responsabilité, garantir la tranquillité publique de cet espace, on a donné les clés de tout cet espace-là dans lesquels, pour rien vous cacher et en toute franchise, on a des problématiques de nuisance, de tranquillité publique, il y a du trafic de drogue parfois, il y a de la cohabitation entre différentes cultures urbaines qui n'est pas facile. Et en fait, en se posant toujours comme étant la personne qui régule, enfin la collectivité comme étant organisme régulateur, on se rend compte qu'on n'a pas forcément les clés, on ne fait pas forcément très bien et on nous montre toujours du doigt. Et ce que j'aime bien dans ce projet-là, outre le fait effectivement qu'on a expérimenté un éclairage public la nuit pour les skateurs, pour qu'ils puissent effectivement continuer leur pratique de nuit, et il y avait un double objectif, c'était aussi de tranquilliser la zone avec de l'éclairage. On a aussi responsabilisé un collectif d'associations qui ont aujourd'hui la main pour entretenir, pour faire en sorte que, on va dire, il n'y ait plus de détritus, pour passer des cultures, les cultures, on va dire, du respect de l'espace public à des plus jeunes qui, vous avez la culture un peu urbaine, on appelle ça des rebelles, les punks, la contre-culture sportive, comme on peut l'avoir dans la contre-culture classique. Et je trouve que, en tout cas, cet exemple-là, pour moi, il est assez aussi caractéristique et exemplaire sur comment, à un moment donné, on met en confiance un collectif et on leur donne vraiment, on les met en responsabilité. Et le fait est que ça marche, ça fait qu'1 an, mais le fait est que ça marche, c'est-à-dire que c'est peut-être un des seuls sites ou rares sites dans lesquels il y a très peu de débris de verre, très peu de pollution. Le skate, il est très très bien entretenu, skatepark. Et puis, encore une fois, il y a cette culture de respect parce que à la fois les grands éduquent les petits. Et puis nous, quelque part, les collectivités, ça nous arrange. Ça nous arrange, et je n'ai pas honte de le dire, d'avoir ce deal entre nous, puisque l'espace est bien géré, les modules sont appropriés, et puis, encore une fois, la tranquillité publique est assurée, puisque la pratique sportive libre, ça permet aussi, encore une fois, de rassurer
Carlos le sait bien, à un moment donné, c'est la vie dans les lieux à problématique qu'il faut recréer. Se réapproprier l'espace public, c'est pour moi une des priorités si on veut à un moment donné lutter contre la tranquillité publique dans des zones un peu compliquées, qui sont parfois délaissées. Autre projet, celui-ci plus classique, c'est sur la navette autonome. On l'a dans beaucoup de quartiers, ça a été expérimenté. Nous, on a une grande première. À Nantes, on est les spécialistes des ronds-points. On adore les ronds-points. Et donc, on a fait la navette qui, en fait, prend toute seule le rond-point en cohabitation avec l'ensemble des véhicules. Donc, on a eu quelques sueurs froides, pour tout vous dire, parce que vous voyez ici, c'est sur un site à côté de l'aéroport avec beaucoup de flux. Et voilà, c'est une grande première en Europe, cette navette qui prenait les ronds-points à la fois en anticipant le fait qu'elle arrivait, et parce que souvent les navettes, c'est sur une piste en autonomie. Nous, on essaie d'aller plus loin, et là, on essaie de dépasser les 25 km/h, parce que c'est un peu le problème aujourd'hui. Autre projet, celui-ci qui est assez intéressant, il a été lauréat du prix Smart City, et qui montre comment aujourd'hui, forcément, le vélo a pris beaucoup d'ampleur pendant la période Covid. Il est en pleine croissance de partout, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, on souffre, ou on manque en tout cas de solutions vélo, en tout cas sur l'écosystème vélo, on voit bien qu'on est un peu dépassé et qu'il faut résoudre des problèmes de stockage, de sécurisation des sites. Et donc, on a eu la chance d'avoir Nielsen Concept, qui d'ailleurs est en train de se déployer un peu partout en France et pas qu'en France sur ce sujet-là. Donc, on a été les premiers à les accompagner sur cette expérimentation pour des recharges d'autonomie et de sécurisation des vélos avec des conteneurs qui sont réemployés. Autre sujet, c'est comment on repense les mobiliers urbains avec les citoyens. Donc ça, c'est un projet Futurbain qui est mené avec beaucoup l'école de design, évidemment, que je souligne encore une fois, mais beaucoup d'acteurs. Et avec l'idée, effectivement, de pouvoir associer très en amont et d'identifier les lieux dans lesquels ce mobilier urbain, donc c'est presque de la proximité, de la personnalisation à outrance du mobilier urbain qui doit, à un moment donné, venir s'apposer dans les interstices de la ville. Et on voit bien que même à Nantes, entre un quartier nord et un quartier sud, je caricature, on ne fera pas le même mobilier urbain. Et souvent, on pense les mobiliers urbains différemment. Donc, quand vous appliquez en fait un collectif citoyen qui connaît bien le site, vous pouvez faire du mobilier urbain, en tout cas très en amont, co-designer des mobiliers plus adaptés, à la fois parce qu'on veut soit des zones de détente, soit on veut jouer aux échecs, soit on veut juste avoir des enfants. Donc, on est sur des problématiques un peu différentes. Ce projet-là, j'aime beaucoup aussi, parce que c'est un projet qui vient en fait résoudre des problématiques qu'on a tous dans les villes, c'est-à-dire cette fameuse cinquième façade un peu perdue des années 80, où on a des bâtiments qui aujourd'hui offrent un espace plat, mais sur lesquels on a du mal souvent à venir en simplicité, en sobriété, recréer des lieux et isolés par l'extérieur. Donc là, ce bâtiment-là, c'est pareil, il a été lauréat du prix Smart City Le Monde en 2019. On vient greffer une structure inspirée un peu de la ferme des tabacs dans lesquelles on ventilait à l'époque pour faire sécher les feuilles de tabac. Et la finalité est double, c'est à la fois d'isoler le bâtiment par l'extérieur, grosse problématique, mais aussi de créer un nouveau lieu de convivialité, un lieu de vie dans ces bâtiments, souvent du logement social, qui manque d'espace de socialisation. Et donc voilà, celui-ci, il va bientôt sortir, on en est très très fiers, dans un quartier, encore une fois. Alors je ne vous cite pas à chaque fois les différents partenaires, vous les voyez sur les différentes slides, et toujours la Banque des Territoires qui nous accompagne beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des membres de la Banque des Territoires, mais en tout cas, c'est des projets aussi qui sont accompagnés par différents organismes. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il est robuste. Il est toujours dans la logique du vélo qui s'immisce dans la ville. On a développé une station de gonflage de vélo. Ça peut paraître bête, mais il n'y en a pas à Nantes. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres dans notre ville. Et une station de gonflage bien placée avec de la robustesse. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un taux d'utilisation. On a expérimenté pendant 3 mois qui était juste fou. Et donc, vraiment un besoin très, très, très criant. Et donc là, c'est pareil, on essaye de généraliser maintenant ce produit-là à l'échelle de la métropole parce que ça répond à un vrai besoin. Celui-ci est intéressant sur la phase d'essaimage. Aujourd'hui, ça, pour moi, c'est peut-être la première, on va dire, vraiment réalisation à grande échelle où on a piloté l'éclairage public. Maintenant, on a 90 000 lampadaires à l'échelle de la métropole. On a expérimenté une solution qui passe pas du tout par l'IoT, comme on dit, l'Internet des objets connectés. On est allé le pas de côté et on est allé sur une solution très, très, on va dire, décroissante, très low-tech, puisqu'on utilise en fait la radiofréquence, en particulier la technologie RDS, que vous connaissez peut-être sur les autoradios, quand vous avez le nom de la chanson qui est indiqué. C'est une petite technologie qui permet d'envoyer un petit signal d'information codé. Et en fait, on a eu, encore une fois, une innovation frugale, cette idée de tester pour pouvoir piloter nos lampadaires, plutôt des blocs de lampadaires.
Et voilà, ça c'est un partenariat avec Radio France et France Bleu Loire-Océan local pour pouvoir localement expérimenter et si jamais ça marche, déployer à l'échelle nationale. Donc on utilise des radiofréquences hertziennes, c'est assez rigolo pour piloter effectivement l'intensité lumineuse de nos lampadaires. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on gagne de l'argent. Et surtout, on arrive à déployer. Et donc là, on a 2 ans pour déployer. D'ici 2 ans, nos 90 000 lampadaires seront déployés à la sauce lampanante. Des solutions Mobilition aussi pour, à un moment donné, pouvoir déployer, encore une fois, un peu la carte de recharge essence ESSO de l'époque, mais la version Mobilition avec de la blockchain pour faire en sorte que les employés puissent recharger de chez eux et avoir des compensations financières. J'aime bien ce projet-là aussi parce qu'il touche une préoccupation des Français qui est la qualité de l'air, qui est un élément ô combien précieux et prédominant pour la qualité de vie en ville. Et ce qu'on appelle les invisibles, le bruit, la pollution sonore, la pollution, effectivement, de la qualité de l'air. Aujourd'hui, on a du mal à avoir à la fois des interfaces tangibles pour faire en sorte que nos concitoyens comprennent qu'aujourd'hui, la qualité de l'air n'est pas bonne. Donc là, on a travaillé sur un nuage qui, à un moment donné, restitue la qualité de l'air. Et l'idée, c'est une première brique sur un ensemble de solutions qu'on déploie sur la qualité de l'air dans l'espace public pour faire en sorte de modifier les pratiques des citoyens et citoyennes pour à la fois prendre conscience, c'est sûr, mais surtout agir pour effectivement, en conséquence, se dire qu'aujourd'hui, je ne prends pas la voiture et je prends le transport multimodal. On en est encore ici, même à Nantes. Des solutions de logistique urbaine, inspirées effectivement, pour ceux qui connaissent, qui ont un âge, des camions Saint-Étienne qui venaient en fait, dans les villages et dans lesquels on avait un réseau en étoile. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a un camion qui est à plein et on vient décharger en logistique urbaine des petites navettes électriques qui vont faire le petit rayon de 1 km et repartir ensuite sur des sites de livraison. Ça a une solution plutôt, effectivement, pendant le Covid, comme on accompagnait, pour vous dire la diversité des projets. Ce projet-là, j'aime beaucoup aussi. Il est parti en plus d'un dispositif de hackathon qu'on organise avec les jeunes étudiants, un startup week-end, et sur lesquels, pour tout vous dire, le premier projet, il avait appelé Plouf, c'est rigolo, mais c'est comme ça. Et on a dit avec un nom comme ça ne va pas marcher, donc on l'a transformé en ici toilettes. L'objectif, c'est vraiment de localiser en fait des points de toilettes, puisque les toilettes publiques ne sont pas suffisantes, et de pouvoir mailler effectivement le territoire et d'être pourvoyeur d'une solution pour aller dans un café, dans un restaurant et d'avoir effectivement la qualité, la propreté des toilettes en temps réel. Ce projet-là, il est vraiment on va dire, attendu. Et d'ailleurs, il se déploie dans d'autres villes. Angers se déploie aussi. Paris est également aussi en train de regarder cette solution qui fonctionne plutôt bien. On est en pleine expérimentation et ça répond à un vrai besoin de la fabrique de la ville. Les toilettes, on en a toujours besoin. Et puis, parce qu'on a été un peu victime de notre succès sur cette gouvernance ouverte, l'accompagnement des projets, certaines réussites, on essaime et on en accompagne aussi. On a eu une excroissance de ce Nantes City Lab. Alors, Nantes a la chance d'avoir un terrain de jeu maritime assez fort. Et donc, on a créé un deuxième dispositif pour accompagner tous ces projets-là que vous voyez. C'est le Nantes City Lab maritime, qui lui est vraiment dédié à tout ce qui flotte, tout ce qui sont les solutions, parce que sinon on allait mélanger trop de choses. Et on a créé une deuxième gouvernance. C'est la même logique, sauf que le réseau d'acteurs est un peu différent. Et le terrain de jeu, c'est plutôt les quais et plutôt tout ce qui est effectivement le maritime. Il y a de l'espace public, mais pas que. Donc on a aussi notre terrain de jeu qui est mobilisé par le Grand Port Autonome chez nous, plus quelques acteurs privés. Quelques projets comme ça, voilà, Beau comme un bateau, qui sont des petits bateaux électriques à l'origine un peu italienne, mais qui sont fabriqués en France et qui rentrent dans le coffre du Twingo. L'objectif, c'est de populariser l'accès à ces petits bateaux et pour faire des balades quotidiennes. Celui-ci est quand même très, très, très fort sur accompagner la transition dans le domaine du nautisme, qui est quand même assez aujourd'hui énergivore. Donc là, on a Temo, c'est le premier propulseur électrique dont l'objectif est de remplacer les petits bateaux, les petits teuf-teuf qu'on voit, hein, qui font du bruit et qui polluent souvent les ports. Et donc là, on a le premier pagaie, puisqu'en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir d'accroche moteur, c'est votre corps qui fait le moteur. On a une première pagaie qui remporte tous les prix à l'heure actuelle, là, électrique, pour pouvoir justement se déplacer, avec des expérimentations qu'on a fait à Nantes et qui sont en train de se généraliser dans les ports sous forme de système locatif. Donc là, cette entreprise, là, lui, il est vraiment parti. Ça y est, maintenant, il a eu le prix du Salon du Nautique l'année dernière. Et là, on en produit plus de 1000 par mois, ici à Nantes. Et on est sur des versions un peu différentes pour à la fois attaquer aussi d'autres marchés, ce qui est le paddle, etc.
D'autres projets ici, voilà, plutôt de la logistique urbaine. Un projet ici un peu fou que j'aime beaucoup. Alors celui-ci qui est plutôt un démonstrateur, parce que c'est l'Hydroptère, c'est le premier bateau qui a battu les records de vitesse. C'est un peu le Concorde dans le monde du nautisme, pour ceux qui connaissent. Ce bateau-là était en train de mourir à Hawaï et il a été racheté, récupéré, racheté par un Américain et un Français, enfin un Lyonnais, mais qui est maintenant nantais. Et donc, avec un partenariat avec Airbus, ce bateau-là revient ici à Nantes et on va le refaire voler, puisque c'était le premier bateau qui volait, comme vous le voyez ici. Les foils enfin, ce bateau a posé le principe des foils. Il a battu tous les records du monde et on le remet à disposition pour à la fois en faire un espace de recherche et développement avec Airbus, plus derrière sur tout ce qui est matériaux composites et tout ce qui est les bateaux qui volent, plutôt l'aéronautique, et aussi en faire un vrai espace de culture scientifique et technique pour approcher en fait le nautisme de demain. À Nantes, on travaille beaucoup sur tout ce qui est le transport vélique, sur tout ce qui est éolien offshore. Et donc, ce bateau, c'est un peu notre marqueur ambassadeur de l'innovation collaborative et en amenant aussi les enfants pour les faire rêver sur un bateau qui vole. Et Armel Tripon, ça aussi, c'est le deuxième projet qui a pour ambition, lui, alors qui est Armel Tripon, qui est sur la course, qui est un navigateur qui a fait 11e du Vendée Globe, qui est le vainqueur du Figaro, et qui a pour projet ici de pouvoir utiliser le gisement carbone de Airbus, qui fabrique des avions chez nous, et qui a 2 tonnes de rejet carbone. Et donc, on est en train de revaloriser sur une filière courte en économie sociale et solidaire industrielle cette filière carbone, 2 tonnes par an. Et notre porteur de projet ambassadeur, puisqu'on va faire des vélos, on va faire tout un tas de sujets, ici, Armel Tripon, on va lui fabriquer son prochain bateau pour le Vendée Globe 2024 à partir du carbone recyclé de Airbus. Donc, d'un avion, on le transforme en bateau. C'est une belle symbolique. Et d'autres projets comme ça, plutôt autour effectivement de tout ce qui flotte, en travaillant bien évidemment sur l'économie sociale et solidaire et aussi sur les nouveaux matériaux, comme ici du mycélium de champignons pour fabriquer des flotteurs. Tout ça pour vous dire que voilà, on a aujourd'hui créé à Nantes pour expérimenter tous ces projets. Vous avez vu dans la grande diversité, on est sur plein de politiques publiques, de la sécurité en passant par le sport, en passant par l'éclairage public. On a créé pour moi un dispositif assez atypique sur une gouvernance ouverte, avec forcément toujours des dispositifs d'évaluation avec des citoyens engagés pour accompagner tous ces systèmes sur le cours. Et ensuite, l'étape importante qui est justement de pouvoir passer à l'échelle. Et donc, cette envie, à un moment donné, de pouvoir modifier la commande publique pour avoir des indicateurs d'expérimentation locale réussie et bien évidemment aussi sur des logiques de durabilité de toutes ces solutions-là. Donc, on y travaille aussi. Et peut-être pour terminer, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps, vous me dites, parce que je n'ai pas regardé le temps en fait. Rapidement, s'il vous plaît. Alors, rapidement. Pour vous dire qu'on a aussi consolidé des fonds pour accompagner cette grande transition et cette expérimentation. Donc, on a aujourd'hui un fonds de transition. On a 1,2 million pour accompagner sous forme d'avance, parce que la puissance publique est aussi là pour ça. On a aussi un fonds économie sociale et solidaire d'1 million. On a un fonds santé, qui sont des subventions, qui est un bon d'aujourd'hui 1,8 million. On est rendu, on finance des projets santé. Et puis, dans nos délégations de services publics, moi, je tiens aussi à le préciser, parce que souvent, on oublie ça. On négocie toujours, que ce soit avec Veolia, que ce soit avec JCDecaux chez nous, des fonds d'innovation qu'il ne faut surtout pas oublier et que moi, je mets dans ma palette de l'arsenal des outils de financement à l'innovation. Donc, alors, c'est des sommes qui vont entre 300 000 et 400 000. Nous, je peux vous le dire à Nantes, on a un fonds Veolia, on a un fonds JCDecaux, un fonds Transdev et un fonds Suez sur tout ce qui est plutôt Smart Water. Ces fonds-là sont aussi, pour moi, des dispositifs qui viennent compléter les fonds qu'on porte en propre. Et pour terminer mon propos, on mobilise aussi à Nantes, c'est la deuxième fois qu'on le fait, des fonds privés. Avec Rennes, en particulier Rennes Métropole, Nantes Métropole, on a un fonds Go Capital pour plutôt des fonds d'amorçage sur des jeunes pousses, start-up, sur les problématiques qui sont les nôtres dans les grandes transitions. C'est-à-dire qu'on arrive à travailler avec eux aussi, et moi je fais partie effectivement des grands jurys d'évaluation pour donner les sujets qui nous intéressent. On ne va pas aller financer des startups qui ne sont pas effectivement dans le giron de l'impact qu'on cherche à avoir pour ce système d'amorçage. On a mis 2 millions pour vous dire sur le fonds Go Capital et on met 1 million aujourd'hui sur un fonds plutôt innovation santé également sur le Grand Ouest. Voilà pour résumer peut-être un petit peu. Je ne sais pas si on a des questions d'échange, réponses. J'avais d'autres choses à vous dire sur la charte de données aussi, avec qui on travaille avec Métropole, avec Montréal, pardon, et sur lesquelles on était avec Carlos l'an passé. On a mis beaucoup
d'engagement aussi pour poser un cadre de confiance et comment on arrive aussi à faire émerger une bibliothèque nationale d'intelligence artificielle territorialisée. Je crois que ça, c'est des sujets que je souhaite travailler également aussi à l'échelle de la francophonie et de l'AIMF, et sur lesquels on a aussi, à mon avis, à poser des enjeux de confiance, d'éthique, avec des chartes qui viennent compléter la loi et qui créent, en fait, pour moi, des gouvernances aussi et des objets de confiance à l'échelle locale entre le public et le privé. Merci beaucoup.